Eh bien, je souhaite que ce débat soit utile aux Français. Moi aussi. Je ferai donc d'abord deux remarques et ensuite je poserai une question. Ces deux remarques, les voici. La première, le capitalisme mondial est en crise. La France en supporte les conséquences. Mais n'a-t-elle pas un rôle à jouer, soit pour se tirer de cette crise, soit pour en neutraliser les effets? À cet égard, discutant avec un membre du gouvernement, je pense qu'il est important d'arriver à discerner ce que peuvent être les points forts de la France. Je suppose que personne ici ne cède à la fatalité. Il n'est pas possible au ministre de l'économie et des finances de dire il y a crise mondiale, j'ajoute du capitalisme. De l'ensemble du monde, M. Mitterrand. Crise mondiale du capitalisme, alors c'est moi qui le dis. Et à partir de là, pauvre France, on fait ce qu'on peut. Moi je dis, notre devoir commun est de rechercher les points forts de la France. Et j'essaierai de les déterminer. La deuxième remarque, c'est qu'il est assez saugrenu de penser qu'au fond, tout ce débat tourne autour du projet du Parti socialiste, et non pas autour du plan du gouvernement ou du 7e plan qu'il prépare. Cela paraît saugrenu, a priori, parce qu'après tout, le ministre, c'est vous, ce n'est pas moi. C'est vous qui gérez les affaires de la France, permettez-moi de dire plutôt mal, c'est pas moi. Et pourtant, c'est assez naturel, parce que nous avons un projet et vous, n'en avez pas. De telle sorte que si l'on devait se contenter de débattre de votre projet ou de votre programme, il n'y aurait pas de rendez-vous, nous n'aurions rien à dire. Alors la question, elle sera directe, elle ne veut pas être plus brutale qu'il ne faut, elle vous dépasse même. Monsieur Fourcade, pourquoi vous trompez-vous toujours? Bon, nous allons être... Je voudrais répondre, car... Non, pas encore, parce que je vais vous citer, cela facilitera votre réflexion, quelques exemples. Ensuite, bien entendu, je vous écouterai avec intérêt le temps que vous jugerez utile. Mais pourquoi vous trompez-vous toujours, si souvent, en tout cas? Et je suis obligé, alors, de me poser cette question à moi, et d'en faire la confidence à tout le monde. Comme vous êtes bien armé par votre formation, par votre profession, par vos fonctions actuelles, est-ce que vous vous trompez ou est-ce que vous nous trompez? Et comme vous êtes un honnête homme, sur le plan privé je n'en doute pas, si vous nous trompez, n'est-ce pas parce que vous exprimez une politique qui a pour objet de tromper les Français? Et alors, je vous cite des exemples pour faciliter votre réponse. Autrement, comme on disait tout à l'heure, vous me répondriez dans le brouillard. Vous n'allez pas faire à la fois les questions et les réponses, M. Mitterrand. C'est une réponse de tribune et de réunion publique Pas du tout. Que j'entends tous les soirs, parce que je fais 2 réunions par jour à l'heure actuelle. Dispensez-moi de ce genre de réflexion. Vous aurez tout votre temps, le même que moi, c'est établi sous le contrôle des journalistes qui sont ici. Bien. Mais puisque j'ai la parole, j'éviterai, moi, quand vous l'aurez, de vous interrompre. Ayez l'obligeance d'agir de même. D'abord, le budget. Règle d'or du système actuel, l'équilibre budgétaire. Vous venez devant le Parlement, vous dites le budget 75 sera équilibré. Vous le corrigez 3 fois. Aujourd'hui, 40 milliards de déficit. Légère erreur. Qui vouliez-vous tromper? Les prix. Le 12 juin 1974, vous dites l'année prochaine, la hausse des prix ne sera plus que de 0,5% par mois, c'est-à-dire 6% par an. Le 10 décembre de la même année, vous dites les prix monteront dans l'année prochaine, 75, de 8%. Vous revenez le 28 mai 1975 et vous dites la hausse sera entre 0,5 et 0,6 par mois. Nous retournons aux 6 à 7,5%. Enfin, le 21 janvier dernier, vous dites oh, ça se promènera entre 0,6 et 0,7. À croire que vous avez fait une addition et non pas une soustraction,
puisque finalement, à la fin du mois de janvier, on constatera que l'augmentation des prix pour le mois aura été de 1,1. Si cela devait continuer, j'espère bien, je pense que cela ne continuera pas, si certaines mesures sont prises, vous voyez que nous retrouverions les mauvais chiffres de 1974, au temps où votre prédécesseur, M. Giscard d'Estaing, avait conduit la France jusqu'au bord de cet abîme. Prenons l'exemple de la croissance. La croissance, en gros, pour se faire comprendre, c'est la mesure d'enrichissement de la France d'une année sur l'autre. Vous aviez dit, cet enrichissement sera de 4%, il a été de moins 2,5 à moins 3%. La France s'est appauvrie. Pour le commerce extérieur, dont vous me parlerez, c'est sur ce point que vos chiffres ont été les plus justes. Vous aviez la partie belle. Je m'étais trompé de 4 ou 5 mois, en ce sens que je pensais qu'à la fin du mois de décembre, le déficit de notre commerce extérieur, pour que tout le monde comprenne, la France est une entreprise comme une autre, elle vend et elle achète. Si elle achète plus qu'elle ne vend, elle est en déficit. J'avais pensé 5 milliards, je crains qu'on y aille. En tout cas, vous aviez 6 milliards et un peu plus de bénéfices. Et voilà que, cédant à votre mauvais penchant, nous arrivons à la fin janvier. Vous êtes faraud de ce résultat. Vous dites maintenant nous couvrons, c'est-à-dire nous équilibrons les exportations, les importations, les achats et les ventes à 99%, et voilà que le même mois de janvier, qui nous vaut 1,1 de hausse des prix, nous vaut 1,3 milliard de déficit commercial. Prenons l'exemple du revenu agricole, dont M. Giscard d'Estaing nous avait dit qu'il devrait être monté de 13% en l'espace de peu d'années. Il tombe depuis 3 ans. Et vous savez ce qu'en pensent les organisations agricoles. Faut-il prendre le problème de l'emploi ou bien celui de la monnaie? Faut-il dire que la théorie du gouvernement français, ça a été longtemps de s'opposer à la politique américaine qui tendait à faire disparaître l'or des transactions internationales, à refuser des parités fixes, c'est-à-dire des arrangements et des contrats entre les monnaies, alors qu'en vérité, lors de vos dernières réunions internationales, notamment celle de la Jamaïque, vous avez tout cédé, validé, officialisé le flottement des monnaies qui rend le dollar maître de la situation monétaire mondiale et abandonné l'or à son, si j'ose dire, triste sort. Bref, reniement de A à Z. Enfin, faut-il parler de l'emploi? Nous y reviendrons. Et ma question s'achève. À tout moment, je vous citerai quelques exemples précis. Vous avez trompé l'opinion parce que vous avez voulu pratiquer la méthode Coué. En somme, vous vous êtes trompé de méthode. Lorsque l'on veut compter sur un peuple, il faut lui dire la vérité et non pas l'endormir. Alors, de mois en mois presque, vous avez donné des indications inexactes. Et finalement, les 500 premiers jours de présidence de M. Giscard d'Estaing, qui s'est beaucoup, comme le dit M. Sanguinetti, auto-commémoré, 500 jours, 1000 chômeurs par jour, 500 000 chômeurs de plus. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous dépassons le million de chômeurs, entre 1 million et 1 200 000 de chômeurs totaux, sans compter, nous en parlerons, les chômeurs partiels. Et le plan, le 7e plan, dont vous avez pour une large part la charge, prévoit que d'ici 1980, nous devrions avoir, c'est triste à dire, entre 700 000 et 1 million de chômeurs. Voilà les exemples. Je vous ai facilité la tâche, puisque vous avez pu noter à mesure mes références. J'écouterai votre réponse avec intérêt.